Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité, et nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, avec Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, et avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Comment vaincre les inégalités » et qui est ainsi chapeauté. Depuis plusieurs décennies, les inégalités se creusent de nouveau, le taux de pauvreté augmente, notamment chez les plus jeunes, l'espérance de vie des classes populaires est de 6 ans inférieure à celle des cadres supérieurs, les hasards de la naissance semblent plus que jamais présider à la destinée des individus. Et ça n'est pas le quinquennat actuel qui aura su inverser la tendance, bien au contraire. Selon l'Institut des politiques publiques, les réformes menées depuis 2017 ont conduit les 5% de ménages les plus modestes à voir leur pouvoir d'achat fondre d'une trentaine d'euros par an, tandis que celui du 1% les plus aisés a progressé d'environ 3 500 euros. Pourquoi a-t-on alors l'étrange sentiment, à 3 mois du scrutin présidentiel, que l'économie et la fiscalité restent au second plan des débats ? Quelles mesures, quelles grandes réformes voit-on poindre à l'horizon ? Je rappelle qu'à partir du 21 janvier au Théâtre du Rond-Point, Jacques Weber dira un texte d'Éric Fotorino, paru dans le 1 du 15 décembre, toujours accessible sur la toile, texte intitulé « La pêche du jour, une fable », qui éclaire crûment la question migratoire et nous tend le miroir de nos renoncements, de notre cynisme et de notre indifférence. Nous avons mis en ligne mercredi dernier le bada des échanges entre Jean-Louis Bourlange, David Jay, Lucille Schmid et Richard Verly et les auditeurs venus à l'école alsacienne pour un enregistrement consacré à la campagne présidentielle. À partir de mercredi prochain, nous mettrons en ligne 4 épisodes d'une conversation sur l'amour et la préservation du patrimoine, mais aussi sur Paris, son histoire patrimoniale et son état présent, avec Alexandre Gady, historien de l'architecture, professeur à Sorbonne Université, directeur du Centre André Chastel, président d'honneur de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, et aussi, je dirais, conteur et raconteur particulièrement dynamique, coloré. Donc je recommande, comme d'ailleurs de tous les autres badas, mais peut-être sur l'histoire du patrimoine, aurait-on du mal à trouver un meilleur introducteur qu'Alexandre Gady. Enfin, les inscriptions pour notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne, qui aura lieu le 13 février, ces inscriptions sont ouvertes sur notre site. Intéressons-nous maintenant au premier de nos 2 sujets, le retour de l'Empire russe. Projection de 3000 hommes au Kazakhstan en 2022 après que des troubles ont éclaté à Almaty, interposition militaire entre Arménie et Azerbaïdjan en 2021, relance de l'union avec la Biélorussie en 2020, déstabilisation de l'Ukraine depuis 2014 ou encore guerre avec la Géorgie en 2008, la Fédération de Russie réinvestit militairement, économiquement et militairement plusieurs anciennes républiques socialistes soviétiques et entretient des tensions militaires en Baltique via l'enclave de Kaliningrad, en mer Noire à partir de la Crimée annexée en 2014, dans le Caucase grâce à sa médiation après le nouveau conflit du Haut-Karabakh en 2020, et cependant la Fédération de Russie ne dispose pas des ressources économiques, militaires et politiques de l'URSS, son économie rentière est dépendante des exportations d'hydrocarbures, de minerais et de technologies militaires, la Russie ne maîtrise pas son destin économique, son PIB est inférieur à celui de l'Italie, tandis que son déclin démographique constant réduit sa croissance potentielle. En dépit ou à cause de ce contexte, le 17 décembre, la Fédération de Russie a officialisé son projet de traité avec l'OTAN et les États-Unis au sujet de ses garanties de sécurité. Poutine a exigé des Américains et des Européens de revenir à la situation de 1997, lorsque l'Alliance Atlantique n'avait pas encore accueilli parmi ses membres la Pologne et les autres pays d'Europe centrale et balte. Il a proposé 2 projets de traité en ce sens, l'un avec Washington et l'autre avec l'OTAN.
Moscou réclame l'assurance que l'OTAN n'admettra plus aucun membre parmi les anciennes républiques de l'Union soviétique, autrement dit l'Ukraine et la Géorgie, mais aussi la promesse que l'Alliance va réduire ses activités militaires en Europe centrale et dans les pays baltes. La Russie exige en outre que les États-Unis ne déploient aucun missile à courte et moyenne portée en Europe. Devant la presse internationale, le 23 décembre, Poutine a enjoint aux Occidentaux d'accepter son projet immédiatement maintenant, je le cite, pour appuyer sa revendication. Il a massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière de l'Ukraine, plus de 100 000 selon les Américains. Les prétentions jugées inacceptables par les Occidentaux qui refusent a priori toute concession non réciproque. Après 2 sommets Poutine-Biden, dont le deuxième par vidéoconférence, la rencontre lundi à Genève entre les vice-ministres des Affaires étrangères russes et américains Sergei Ryabkov et Wendy Sherman s'apparentait à une reprise de contact afin d'amorcer une désescalade de la crise ukrainienne. Elle ne semble pas dans l'immédiat avoir permis de faire bouger les lignes. Ces discussions ont été suivies par une réunion OTAN-Russie mercredi à Bruxelles, puis une rencontre jeudi à Vienne de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, plateforme de dialogue Est-Ouest issue de la guerre froide. Je ne crois pas que nous verrons des avancées cette semaine, a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken sur cette question, Béatrice Gibelin. Là-dessus, je pense qu'on peut souscrire à l'affirmation d'Anthony Blinken. Je ne pense pas qu'on verra des améliorations dans la discussion entre Russie et OTAN, entre Russie et États-Unis. Mais je voudrais, d'entrée de jeu, dire qu'il faut faire attention. Nous ne sommes pas dans une configuration de retour à la guerre froide. Ce n'est absolument plus le même contexte. D'abord parce que la Chine est devenue une grande puissance, ce qu'elle n'était pas au moment de la guerre froide. Si au moment de la guerre froide, on pouvait avoir 2 puissances idéologiquement qui s'affrontaient, qui étaient les États-Unis et l'URSS, ce n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Philippe vient de rappeler, simplement sur le plan économique, qu'avec un PIB qui est proche de celui de l'Espagne et nettement inférieur à celui de l'Italie, de toute façon, la Russie n'a pas les moyens d'une politique aussi puissante qu'elle voudrait pouvoir l'avoir. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Pourquoi c'est si prégnant quand même, avec un discours d'exigence, d'immédiateté, une sorte d'ultimatum donné à Washington ou à l'OTAN, alors qu'au fond, elle n'a pas les moyens de ça. Alors, je pense qu'il est important de revenir sur un certain nombre de représentations. Une des constantes, et ça, c'est une constante de plus multiséculaire, si vous voulez, dans le cadre de la Russie, c'est la peur de l'encerclement. Ce qui est quand même très étonnant, puisque c'est le plus grand pays du monde, avec 17 millions de kilomètres carrés, et qui a des débouchés sur le Pacifique, effectivement sur la mer Blanche, les mers Baltiques, mais avec ce souci d'accès aux mers chaudes. C'est tout le discours qu'il y a toujours eu à propos de la Russie. Et cette notion d'encerclement est extrêmement forte. Et Poutine voit l'OTAN, donc les États-Unis, parce que pour lui, l'OTAN égale États-Unis, égale Américains, comme cherchant à l'encercler. Les pays baltes d'un côté, la Pologne, la possibilité pour l'Ukraine peut-être d'adhérer un jour, la Géorgie, et ça lui est absolument insupportable. Et quand il prend ce discours-là, il a un écho assez fort au sein de la population. Alors non seulement ça fait référence à cette peur de l'encerclement, à cette représentation de l'encerclement, ça vient de loin. Il y a Mackinder qui a écrit un article comme quoi quand on tenait le Heartland, et le Heartland, le cœur du monde, c'était la grande plaine centrale sur laquelle se trouve la Russie. Et puis les Américains ayant imaginé le Rimland, Rim c'est la chambre à air, ceux qui entoure ce Heartland de façon, au fond, à le contenir. Donc, je pense qu'il faut avoir ça dans la tête pour essayer, se souvenir de ça, pour essayer de comprendre cette attitude de Poutine aujourd'hui. Donc, pour lui, la sécurité de la Russie nécessite de reconstruire un glacis qu'il va contrôler son étranger proche, une situation post-soviétique, et qu'on n'a rien à y faire. Et qu'à la limite, il pourrait peut-être
tolérer une finlandisation de l'Ukraine. Il y a chez nous, en France, des gens qui pensent que oui, on doit être respectueux, qu'on doit comprendre, et qu'au fond, à la limite, oui, l'Ukraine, d'une certaine façon, n'a pas à choisir véritablement, compte tenu de ce voisin qu'est la Russie et de son histoire avec l'Ukraine, eh bien que oui, il soit au mieux neutre et qu'ils n'ont pas, d'une certaine façon, à choisir ce qui est leur destin. Donc, c'est une situation qui est effectivement délicate et qui est assez préoccupante parce que très clairement, Poutine veut changer l'organisation de la sécurité qui a suivi la chute de l'URSS. C'est-à-dire revenir à 97. Voilà. Et on efface, et on reprend là où on était auparavant. À ceci près que c'est absolument inacceptable et ça ne sera pas accepté. Alors, est-ce qu'il peut aller jusqu'à provoquer et au fond aller jusqu'à la guerre pour s'imposer sur l'Ukraine ? Moi, je n'en suis pas tout à fait sûre, parce que s'embarquer dans un affrontement avec l'Ukraine, la composante nationaliste ukrainienne existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens en Ukraine qui sont prêts à mourir pour défendre leur territoire, y compris dans le Donbass. C'est-à-dire que je pense que Vladimir Poutine et son entourage sont toujours dans la représentation qu'au fond, l'Ukraine n'est pas une nation, que Kiev fait partie du berceau de la Russie. Et par exemple, le ministre des Affaires étrangères dit moi, mon père est ukrainien, j'ai une maison à Kiev, j'y vais régulièrement. Voilà, pour moi, c'est la même chose. Il nie l'existence d'une langue même ukrainienne. La seule vraie langue, c'est la langue russe. L'autre, c'est à la limite un patois, peut-être un dialecte, mais c'est tout. Donc, c'est vraiment, je pense là, des perceptions de situation qui sont radicalement différentes et qu'on a des mouvements, j'allais dire, nationalistes, de volonté d'indépendance très fortement ancrés, et que, je terminerai là-dessus, l'armée ukrainienne n'est pas celle de 2014, puisque, incontestablement, les Américains l'aident à se former, la Turquie aussi, ils ont des drones, ils ont du matériel, et je le rappelle, et l'envie de se battre pour préserver l'indépendance de leur territoire. Et ça, ce n'est pas rien. Akram Belkaïd. On est en présence d'une crise multiforme, c'est-à-dire avec énormément d'inconnus, notamment concernant les intentions réelles de Vladimir Poutine. Je pense qu'il doit très bien savoir qu'exiger des engagements écrits de la part de ses interlocuteurs occidentaux, et notamment les États-Unis, c'est quelque chose qu'il n'obtiendra jamais. Donc pourquoi le fait-il ? Ça, c'est encore une des questions sur laquelle beaucoup de spécialistes dissertent sans vraiment avoir de réponse. Alors effectivement, il y a dans ce qui se passe une volonté de réparer un peu le bilan catastrophique du point de vue russe de ce qu'ont été les années 90, et notamment les présidences d'Eltsine, où, d'une certaine manière, la Russie a perdu énormément en termes de capacité d'intervention, et y compris s'est vue bouleversée dans son propre espace, qu'il soit politique ou économique. La vraie question, c'est effectivement qu'est-ce qui va se passer en Ukraine. Beaucoup de gens affirment que l'idée d'un conflit militaire est à écarter parce que tout le monde est raisonnable et que personne ne va arriver à cette extrémité. Ce n'est absolument pas certain, parce que c'est une situation qui fait intervenir plusieurs acteurs, la Russie, le gouvernement ukrainien, mais aussi tous ces groupes paramilitaires ukrainiens qui obéissent qu'à eux-mêmes, qui ont visiblement une grosse capacité d'autonomie à l'égard du pouvoir de Kiev, du gouvernement de Kiev. Et on n'est pas à l'abri, dans les semaines, dans les mois qui viennent, à une dégradation sécuritaire qui va mettre chacun des acteurs impliqués devant leurs responsabilités. Alors effectivement, c'est un dialogue qui tourne un peu en rond. On voit très mal l'OTAN et les États-Unis accepter par écrit que l'Ukraine ne fera jamais partie de l'OTAN. Mais en tous les cas, on est en présence d'une vraie crise, encore une fois, dont l'un des aspects, ce n'est pas suffisamment souligné à mon sens, et que l'Europe, encore une fois, est vraiment sur un strapontin. Ça la concerne directement, mais elle a visiblement absolument pas son mot à dire en la matière. Nicolas Bavrez ? Alors, la première chose, c'est le caractère spectaculaire de la surenchère de Vladimir Poutine. On a parlé de l'Ukraine.
mais on a aussi la reprise en main en fait de la Biélorussie, l'intervention au Kazakhstan, les démonstrations de forces militaires dans l'espace, la projection de Wagner en Afrique, en Centrafrique, aujourd'hui au Mali, les entreprises, les cyberattaques sur l'Ukraine, mais aussi sur toute une partie de l'Europe, plus le gaz, où on sait qu'en réalité, la Russie a baissé ses exportations de gaz vers l'Europe d'un tiers à peu près, ce qui contribue à faire exploser le prix de l'énergie sur notre continent. On va en reparler après. Donc, quand on regarde la gamme, toute la gamme de ces instruments, il faut être clair, aujourd'hui, la Russie a engagé une vraie guerre hybride qui cible l'Europe. Avec l'outil militaire ou la menace militaire n'étant qu'un des éléments. Alors pourquoi ? C'était la question qui était posée. Moi, j'y vois deux raisons. Il y a une raison russe, c'est que d'abord, Poutine a éradiqué toute opposition, le régime se durcit, on l'a vu avec Navalny, on l'a vu avec la répression de Memorial, qui est symboliquement très forte. Et je crois qu'il y a un aspect paradoxal, c'est que la faiblesse de la Russie la presse d'agir. Parce que, contrairement à la Chine, qui est normalement une puissance ascendante, la Russie se sait déclinante. Elle a une population qui va être qui va passer en dessous de 100 millions avant la fin du siècle. Elle a une économie, ça a été rappelé, qui fait maintenant le 15e, entre le 12e et le 15e de celle de la Chine. Et donc, Vladimir Poutine veut, avec ses moyens actuels, qui sont en fait la réhabilitation du hard power, avec un soft power qui décline à toute allure, il veut essayer de prendre le maximum de gages. Et puis la deuxième raison, évidemment, c'est la faiblesse de l'Occident. Donc, comme toujours, de même que la Crimée avait suivi la volte-face d'Obama sur la Syrie en 2013, aujourd'hui, pour les Russes, la déroute américaine en Afghanistan, le ratage d'AUKUS en Australie, enfin, les problèmes de l'administration Biden, le fait que tout le monde est englué dans la pandémie, c'est une occasion, une fenêtre, et donc il tire dans la fenêtre. Ensuite, que peut-on dire sur les négociations elles-mêmes ? C'est vrai que c'est très compliqué d'arriver à un accord. Donc, les Russes ne veulent parler qu'aux États-Unis et à l'OTAN, qui pour eux, c'est la même chose. Là où c'est compliqué, c'est que l'objectif russe est vraiment politique. Comme on l'a dit, en tout cas, ce qui est affiché, c'est le retour à la situation de la guerre froide, avec un glacis soviétique qui serait maintenant un glacis russe, et sur lequel les pays n'auraient plus leur souveraineté, l'OTAN ne pourrait plus installer ni avoir des troupes. Donc c'est un vrai objectif politique, et il est à la fois inacceptable et irréalisable, parce que les peuples n'en veulent pas. Et les États-Unis répondent avec un calendrier technique. Il y a aussi un air de guerre froide, mais sur le plan des mesures. Donc, qu'est-ce que proposent les États-Unis ? De discuter du contrôle des armements, de discuter d'une architecture de sécurité et de mesures techniques de mesures de confiance pour les manœuvres militaires terrestres ou aériennes. Donc, on voit que ces deux agendas et ces deux objectifs de négociation sont très difficilement compatibles. Et je rejoins ce qui a été dit. Ce qui est frappant, c'est que l'Europe est complètement absente, alors qu'on l'a dit, elle est la cible principale de la Russie et elle est le principal enjeu. Alors, qu'est-ce qui peut évoluer ? C'est du côté de l'Europe, justement, est-ce qu'il y a des évolutions possibles ? Peut-être oui. Mais ça, Michaela pourra commenter. Je pense qu'il n'y a que la Russie qui puisse sortir l'Allemagne de sa léthargie stratégique, et qu'effectivement, notamment si la Russie doit prendre une initiative militaire sur l'Ukraine, ça va obliger quand même l'Allemagne à revenir sur son angélisme et son mercantilisme. Et puis la deuxième chose quand même, c'est que la seule façon de répondre de manière raisonnable, mais en même temps efficace, c'est vrai que paradoxalement, Vladimir Poutine redonne du sens à l'OTAN. Ce qui est extrêmement paradoxal, mais tout le monde se demandait à quoi servait l'OTAN, et il faut reconnaître que
Maintenant, si Vladimir Poutine avait voulu donner à l'OTAN une raison d'exister, ce qu'il fait aujourd'hui est incontestablement la meilleure manière de renouveler et de rendre paradoxalement du sens une existence à l'OTAN. Michaela Wiegel. Oui, tout à fait. Je ne peux que compléter cette longue liste des attaques hybrides russes qui mettent notamment à l'épreuve l'Europe. Et c'est le cas biélorusse où, avec le soutien plus ou moins direct du Kremlin, on a vu ce jeu des migrants sur la frontière polonaise qui rajoute justement une dimension directe de mise à l'épreuve de l'Europe par l'intermédiaire de Moscou et toute la crise ukrainienne, effectivement, avec l'avancée des troupes russes et en même temps le refus de discuter directement avec les Européens est aussi une mise à l'épreuve de l'Europe. Et il est vrai que l'Allemagne occupe une position clé. Alors, je voudrais juste rappeler pour ceux qui l'ont oublié que malheureusement, on a un ancien chancelier, Gerhard Schröder, qui est toujours directement lié au pouvoir russe dans sa qualité de conseil chez Gazprom. Et comme beaucoup ne le savent probablement pas, Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand, a été la main droite ou gauche ou tout à la fois de Gerhard Schröder dans la phase dans l'ère Schröder et qu'il a toujours eu un discours assez ambigu sur ses amitiés russes. Il s'est jamais réellement clairement distancié, ce qui est assez cocasse quand on voit que les Verts, en revanche, ont un discours très clair concernant la Russie. Et il ne faut pas non plus oublier qu'avec notre président, même si sa fonction politique directe est moindre, mais il est quand même, c'était l'homme pour la Russie aussi de Gerhard Schröder, Frank-Walter Steinmeier, et son mandat va être renouvelé. Donc, on a beaucoup d'acteurs qui plaident pour une politique d'appeasement et qui sont pas prêts à ce grand changement géopolitique. Et je crois que là réside aussi la grande différence avec l'ère Merkel, parce que on voit, je crois, aujourd'hui davantage l'exploit qu'était le format Normandie et le fait que la France et l'Allemagne, à l'occasion effectivement des commémorations en Normandie, mais avec toute leur puissance diplomatique, ont réussi à mettre à une même table le président russe et le président ukrainien de l'époque. Ce format aboutit au traité de Minsk. On peut toujours dire l'objectif n'a jamais été atteint de ces traités, mais c'était quand même une façon de rationaliser le conflit et d'essayer pas des petits pas, d'aller, de sortir de l'escalade. Et aujourd'hui, malheureusement, tout est au point mort. Et je pense le défi dans les prochaines semaines, ça va pas seulement être d'être à la table des négociations, mais surtout arriver à réactiver ce format Normandie. Pour l'instant, la Russie refuse et je crois que c'est directement lié au changement de pouvoir en Allemagne parce que Olaf Scholz n'est pas encore considéré comme quelqu'un qui puisse vraiment faire pression et le seul moyen qu'il aurait à vraiment faire pression, c'est officiellement mettre en question la fameuse pipeline de gaz Nord Stream 2. Pour l'instant, ça va plutôt dans l'autre sens. Kevin Kühnert, l'étoile montante un peu du Parti social-démocrate, a dit tout récemment que Nord Stream 2, c'était un projet complètement économique et n'avait rien à voir avec la géopolitique.
Béatrice Gibelin. Il faut quand même avoir un petit peu d'audace pour dire ce genre de choses. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Nicolas, sur ce côté paradoxal. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ces ultimatums mis à l'OTAN relancent l'OTAN et permet de faire prendre conscience, y compris à un certain nombre d'États prudents vis-à-vis de la Russie, que ça reste quand même une menace à prendre au sérieux. Et d'une certaine façon, la politique que met Poutine en place permet, y compris à l'Occident, dont Nicolas a parlé de sa faiblesse, à se ressouder et à reprendre une certaine force. C'est-à-dire qu'il risque d'obtenir l'opposé de ce qu'il souhaite. Je pense qu'il surestime, d'une part, et la faiblesse et les divisions. Il pense que les divisions sont suffisamment fortes. D'abord, il pense que l'Europe, c'est quantité négligeable, donc il ne peut discuter qu'avec les États-Unis, ce qui est une façon aussi pour lui de se remettre à un niveau de grande puissance. Parce que s'il ne discute pas d'égal à égal tant à l'OTAN qu'au niveau des États-Unis, alors là, le retour ou la perception par tous que la Russie n'est plus du tout une grande puissance est pour lui quelque chose d'absolument insupportable. Donc, je trouve qu'il a quand même une vision un peu... optimiste quand il pense à la menace qu'il peut faire véritablement peser. Et je redis qu'il est face avec des pays aujourd'hui qui ont conscience de leur indépendance et qui sont attachés à leur souveraineté. Ce qui change complètement, on n'est pas dans la situation du glacis et de l'étranger proche post-soviétique des années 90. Nicolas Bavrez. Sur les objectifs de Poutine, c'est vrai qu'il y a la dimension du glacis, donc reconstituer l'empire, la défense de l'autocratie, donc la détestation de tout ce qui peut être ce qu'on appelle les révolutions dites de couleur, et puis effectivement affirmer la Russie comme grande puissance. Et c'est là où on a quand même un parfum de guerre froide, parce que c'est quand même surréaliste. On a parlé parce qu'il n'y a pas l'Europe, mais il n'y a pas non plus l'Ukraine. Donc on est vraiment dans une logique... la logique russe qui est une discussion type Yalta, avec une Europe qui est un objet majeur, mais qui n'est même pas présente. Et ça, c'est vraiment une structure de guerre froide. Et pour poursuivre dans le paradoxe sur l'OTAN, c'est vrai que pour un peu ce qu'essaie de défendre la France, c'est-à-dire le fait que l'Europe progresse en matière d'autonomie stratégique, y compris sur le plan de la sécurité, là encore, il y a un très grand paradoxe, parce que les Européens sont obligés de plus en plus, dans un monde qui devient extrêmement dangereux, de considérer qu'il y a des périls géopolitiques majeurs, y compris avec des risques de retour de la guerre. Mais c'est vrai que le retour en force de l'OTAN, c'est pour la plupart de nos partenaires européens l'idée qu'effectivement, la vraie défense de l'Europe, c'est l'OTAN, et ça n'est rien d'autre, et ça n'est certainement pas un système de sécurité européen. Michaela Wiegel. Oui, cet retour un peu d'unité au sein de l'OTAN est effectivement un mauvais coup pour la présidence française de l'Union européenne, parce que, et d'ailleurs, le président Macron l'a très clairement dit en rappelant que ce seraient les États-Unis qui avaient unilatéralement démissionné des accords de contrôle de l'armement moyen. Sur la forme, c'est vrai, mais sur le contenu, effectivement, c'était à cause des Russes. Et ça montre à quel point l'agacement est fort à Paris de voir que l'OTAN fait son grand retour en beauté face à la menace russe. Akram El-Kaïd. Alors, on parle effectivement de guerre froide, mais ou de nouvelle guerre froide, mais avec une réserve de taille. C'est l'absence de différends idéologiques, même si effectivement la Russie aujourd'hui fait figure de champion des régimes autocratiques. Mais quand on voit sur l'économie, par exemple, ça a été dit, Gazprom est un acteur très très influent en Europe. C'est pas simplement parce qu'il a donné
une belle retraite à M. Schröder. Il y a d'autres hommes politiques, notamment français, qui travaillent pour des entreprises russes, mais aussi Gazprom est très actif et est représenté à Bruxelles. Et donc, ça rend la question des sanctions encore plus difficile. On l'a bien vu quand l'idée d'exclure la Russie des moyens de paiement interbancaires SWIFT, énormément d'entreprises occidentales ont dit mais attendez, c'est pas possible. Donc on est dans une autre configuration. Et pour terminer, ça va faire la liaison peut-être, en Europe, on a tout de même besoin de la Russie pour assurer une certaine stabilité en matière énergétique. Mais ça, c'est une réalité. Moi, je voudrais juste dire aussi que la Russie a absolument besoin de vendre son gaz. Oui, qu'elle ne peut pas se permettre de ne pas le vendre. C'est sa seule ressource importante en ce moment. Et quand vous avez un PIB sur un pays de 135 millions d'habitants qui est équivalent à celui de l'Espagne, et que vous êtes au 60e rang à peu près du PIB par habitant, vous êtes obligé de vendre votre gaz. Donc c'est quand même une arme des deux côtés. Merci à l'un et à l'autre de m'avoir permis cette transition avec notre deuxième sujet qui est celui du retour du nucléaire. Non seulement l'Europe n'est pas prête de se passer d'énergie nucléaire, mais elle va même devoir investir massivement dans la modernisation de ses centrales au cours de prochaines décennies. C'est ce qu'a indiqué dans un entretien au journal du dimanche le commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton. Il a chiffré à 500 milliards d'euros le montant des investissements nécessaires d'ici à 2050 pour développer les centrales de nouvelle génération sans lesquelles l'Europe ne pourrait atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 30 ans. D'où la nécessité pour l'industrie nucléaire d'avoir accès au financement européen aux meilleures conditions possibles. C'est l'enjeu du projet Taxonomie dévoilé le 31 décembre par la Commission européenne qui prévoit d'inclure le nucléaire parmi les sources d'énergie durable contribuant à la réduction des émissions de CO2 et pouvant bénéficier à ce titre d'investissements publics et privés à taux préférentiel. Cette disposition est soumise à condition. Les nouvelles centrales devront avoir obtenu un permis de construire avant 2045. Les travaux permettant de prolonger la durée de vie des centrales existantes devront, eux, avoir été autorisés avant 2040. Des garanties en matière de traitement des déchets et de démantèlement des installations nucléaires en fin de vie sont également exigées. Et la proposition officielle de l'exécutif européen est attendue pour le 18 janvier. Les États membres auront alors 4 mois pour s'opposer au texte. La France compte lancer la construction d'un nouveau parc de réacteurs EPR. Elle a donc mis tout son poids dans la balance à Bruxelles. Elle tire aujourd'hui 70% de son électricité du nucléaire, mais son parc de 56 réacteurs est vieillissant. 36 ont plus de 35 ans. L'objectif affiché par l'actuel gouvernement est de réduire la part d'à 50% du mix énergétique en 2025, et les nouveaux réacteurs nucléaires que la France envisage de construire pourraient faire l'objet d'un dépôt de dossier en 2023 pour une mise en service en 2035-2037. EDF propose la construction de 6 nouveaux réacteurs de type EPR en France sur 3 sites, un projet que le groupe évalue à environ 50 milliards d'euros en tenant compte d'une intervention de l'État. Cette semaine, EDF a averti d'un nouveau retard d'au moins 6 mois dans la livraison de l'EPR de Flamanville, initialement prévu en 2012. Ce nouveau retard va engendrer un surcoût supplémentaire de 300 millions d'euros. Au total, un coût multiplié par 6 à près de 20 milliards d'euros selon la Cour des comptes, qui ne cesse d'alerter sur la nécessité de revoir le chiffrage de cette technologie. Dans son dernier rapport publié en décembre, elle insistait sur la nécessaire prise en compte de tous les coûts de production avant de décider de choix cruciaux en matière énergétique. Sur cette question, Michaela Wiegel. Oui, nous assistons effectivement à un assez spectaculaire revirement de la présidence Macron sur le sujet du nucléaire. Rappelons-nous, au début, il y a eu un accord assez large avec le gouvernement allemand de l'époque d'engager une sortie, même que partielle pour la France, mais engager quand même une sortie du nucléaire, considérée comme une technologie bien trop dangereuse avec des problèmes de stockage des déchets non résolus. Et donc un accord franco-allemand qui faisait à peu près consensus en Europe. On a vu donc ce revirement, je pense, à 2 volets, un volet national et un volet européen.
national d'abord, avec la démission du gouvernement de Nicolas Hulot. On a déjà vu que le plan très ambitieux s'arrêtait à l'arrêt de Fessenheim et que le projet d'arrêter ou de sortir, en tous les cas de programmer la sortie de la moitié du parc nucléaire était pas tenable, même si de toute façon les délais étaient bien au-delà du mandat du président Macron. Et la deuxième étape nationale de ce revirement, c'était le discours récemment qui était un peu l'agenda 2030 du président Macron, où il a annoncé, officialisé son intention de faire construire des nouvelles centrales et aussi de miser sur des centrales qu'on ne sait pas encore construire, mais qui promettent d'être plus petits, plus performants et moins producteurs de déchets. Alors, ce stop and go national, avant d'aborder le côté européen, il est assez difficile pour la gestion des centrales. On a vraiment l'impression qu'il y a aujourd'hui un manque de main-d'œuvre qualifiée qui devient de plus en plus visible. On a aussi des structures vieillissantes. Là aussi, ça devient de plus en plus visible. Ça a été dit, 10 centrales sur 56 aujourd'hui sont à l'arrêt. On a découvert un problème grave de sécurité de corrosion dans 5 centrales et on pense qu'il y en aura d'autres. EDF a révisé à la baisse de 20% sa capacité future pour l'année prochaine de production d'énergie. Et sur cela s'ajoute la volonté du gouvernement, pour des raisons purement électorales, de vendre sous prix l'énergie nucléaire pour pouvoir baisser le prix de l'énergie, de l'électricité pour les Français. Et on l'a déjà mentionné, les problèmes de livraison des EPR. Donc là aussi, encore une fois, un problème de technologie, parce qu'on n'arrive plus ce qui était fait dans les années 70 à produire très rapidement. Et l'autre volet de ce revirement français, c'est effectivement des tensions au niveau européen et notamment avec l'Allemagne. Le gouvernement et notamment les Verts sont fous furieux que la Commission inclue donc l'énergie nucléaire dans la taxonomie. On a vu, ils ont reporté un peu la décision après avoir présenté leur proposition le 31 le soir, peu avant minuit. Ça montre que ça devait quand même passer un peu en cachette. Ce qui est frappant, c'est qu'on voit réapparaître une fracture qu'on pensait un peu révolue entre le seul pays qui est aujourd'hui doté de l'arme nucléaire et les autres pays européens, comme l'Italie, l'Allemagne, qui misent toujours sur une sortie du nucléaire. Et on ne voit pas très bien comment réconcilier ces points de vue, même s'il est vrai que pour l'instant, l'énergie nucléaire promet une certaine indépendance, notamment par rapport aux livraisons de gaz russes. Nicolas Bavrez. Il y a 2 choses qui se télescopent. Donc, la première, c'est ce qu'il faut bien appeler une vraie crise de l'énergie, et notamment en Europe. Donc, il y a des problèmes de pénurie, d'insuffisance de l'offre. Il y a le problème de l'envolée des prix, qui est un problème évidemment pour les consommateurs. C'est vrai que la France, compte tenu de l'élection présidentielle, a fait beaucoup, mais ça n'est pas le seul pays, puisqu'en Italie, en Espagne aussi, on a des soutiens et le fait d'essayer de limiter la hausse des prix pour les ménages. Et puis, on a des problèmes évidemment aussi pour les entreprises.
Enfin, il y a la dimension géopolitique dont on a déjà abondamment parlé avec la dépendance au gaz russe. Et puis le problème écologique. Et le problème écologique rejoint la question de long terme, puisqu'il n'y a pas de transition écologique possible sans une forte montée de la consommation et donc de la production d'électricité. Et donc l'AIEA a indiqué que on va avoir à peu près un doublement normalement de cette consommation d'électricité. Et si on veut que ce soit soutenable, l'AIEA a indiqué qu'autour de la moitié du siècle, si on veut avoir une électricité décarbonée, on ne peut pas se passer du nucléaire à peu près à hauteur de 11%. Pourquoi ? Parce que l'électricité nucléaire est à la fois, elle est décarbonée, elle est flexible, mais surtout elle est pilotable. Et donc c'est la seule manière de faire tenir les réseaux et de compenser le caractère instable de la production des renouvelables qu'on constate une fois de plus aujourd'hui. Donc le paradoxe de l'Europe, c'est qu'à un moment donné, c'est un continent qui était le leader du nucléaire et qui s'en est désengagé fortement, y compris d'ailleurs la France, puisque les difficultés actuelles d'EDF sont le résultat de cette perte de compétences et d'investissement. Donc, même la France s'était engagée dans ce mouvement, et y compris ce qui a été rappelé, alors que pour notre pays, il y a le lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire est beaucoup plus fort que ce que beaucoup pensent. Et en tout cas, il n'y a pas de capacité à maintenir une dissuasion nucléaire si on n'a pas du nucléaire civil. Donc, les évolutions là sont effectivement intéressante. Je pense que la France ne peut pas conduire de transition écologique sans prévoir une partie importante du nucléaire et donc sans renouveler le parc nucléaire. Ça pose des difficultés importantes, notamment du fait de la fragilité aujourd'hui d'EDF. On voit que c'est une entreprise qui a de la peine à achever le chantier de Flamanville. Donc ça devait coûter 3,4 milliards et être terminé en 2012. On en est déjà à 12,7 et même 19,1 si on suit la Cour des comptes. Et ça n'entrera pas en service avant 2023. On a rappelé les problèmes de maintenance. On a aussi ensuite un mur financier, puisqu'il faut à la fois prolonger les centrales actuelles, investir 6 nouveaux EPR, ça coûte 50 milliards d'euros, et pour une entreprise qui est déjà surendettée. Donc, il y a un énorme problème industriel et financier qui se... Et la dernière chose, c'est qu'effectivement, cette clé dans les difficultés aujourd'hui est quand même la divergence entre la France et l'Allemagne, et que le résultat qui a été trouvé par la taxonomie, c'est effectivement, de réconcilier les contraintes des deux, donc de faire du gaz et du nucléaire des énergies de transition. Ça n'est sans doute pleinement satisfaisant ni dans un cas ni dans l'autre. Béatrice Gibelin. Je pense qu'on est dans deux situations. Il y a le réchauffement climatique, dont on perçoit qu'il est en accélération. C'est-à-dire la COP26 a bien montré que 1,5, on avait bien peu de chances d'y arriver à temps, et qu'on serait sans doute à 1,7 au mieux, et peut-être même au-delà, avec cette préoccupation et cette alerte que donne un certain nombre de scientifiques en disant « Attention, il arrivera un moment où le seuil, où on ne sera plus capable de revenir en arrière et où les choses vont s'emballer et on ne sait pas très très bien comment on pourra y faire face ». C'est-à-dire qu'il y a cette prise de conscience d'un réchauffement climatique qui s'avère de plus en plus, prégnant dans les catastrophes diverses et variées météorologiques qu'on a au cours de l'année. Donc ça, c'est une donnée qui est importante. Et donc, l'importance de faire très vite de l'électricité, de faire de l'électricité décarbonée et d'avoir effectivement le moyen de la piloter, de la rendre flexible, et que le nucléaire est la seule énergie qui réponde exactement à toutes ces contraintes.
Bien. Et puis, on a quelque chose qui est très conjoncturel, c'est-à-dire une très forte augmentation du prix. Et dans le cas de l'électricité, enfin, du coût de l'énergie en Europe, c'est indexé sur le gaz. Comme le prix du gaz augmente très, très fort, bien évidemment, on est avec un prix de l'électricité, pas seulement pour les particuliers, mais beaucoup pour les entreprises qui sont confrontées à... Mais c'est parfois multiplié par 10, ce qui fait que dans des équilibres pour un certain nombre d'entreprises, c'est extrêmement difficile et compliqué. Et qu'on avait une énergie qui était très peu chère en décembre 2020 et qui est aujourd'hui extrêmement chère. Donc, je pense que la conjoncture actuelle a amené, y compris avec le réchauffement climatique, à cette cote mal taillée dont Nicolas parlait, c'est-à-dire, d'accord, les Allemands ont besoin du gaz, donc on va faire du gaz une énergie de transition. Les Français ont besoin du nucléaire et d'avoir accès à des taux faibles pour pouvoir financer, et ça sera bien difficile, donc on les met en énergie de transition. Alors évidemment, j'allais dire, les verts voient rouge, parce que oser mettre le nucléaire en énergie de transition durable, c'est absolument inacceptable. Mais je voudrais dire, quand la France a accepté de fermer des centrales et d'arriver à 50% seulement, alors qu'on est à 70 ou 75 de production d'énergie nucléaire, je veux dire, c'est une décision politique. C'était pas une décision qui était forcément rationnelle. C'est sous un rapport de force politique que cette décision a été prise et qu'on a fermé Fessenheim, j'allais dire, presque à contre-cœur d'une certaine façon. Et que moi, je souscrirais à ce que disait Nicolas, c'est-à-dire que sous cette pression politique, on a désinvesti dans la recherche du nucléaire. Et si aujourd'hui, l'EPR a tant de difficultés, les dernières difficultés sont plus dues à un problème de pandémie qu'à un problème de technique. Mais bon, il y a eu suffisamment de problèmes techniques. Puis il y a eu l'EPR en Chine, où en juin cette année, il y a eu aussi un problème de soudure et qui a posé de grandes difficultés. Donc, on est vraiment dans un moment très particulier qui a été alors là une fenêtre sur laquelle, effectivement, on a pu s'engouffrer pour obtenir que le nucléaire bénéficie de taux préférentiels. Mais on est un peu quand même dans une course contre la montre sur la décarbonation de l'énergie. Et le problème du solaire et de l'éolien, parce que 2% du territoire consacré à l'éolien, comme c'est annoncé par le chancelier, si je ne me trompe pas, ou non, le ministre de l'économie et de l'énergie, qui est un vert. Robert Habeck. Voilà. Ça serait absolument inenvisageable en France. Quand on voit comment un parc éolien en pleine mer fait déjà énormément de problèmes. Donc, je pense qu'on est reparti pour du nucléaire. Je rappellerai juste une dernière chose, c'est qu'en Suède, on relance le programme nucléaire sans la moindre difficulté. Akram Belkaïd. Oui, ce qui vient de se passer est tout de même une victoire pour la grande famille française du nucléaire, qui n'a jamais abandonné la partie, contrairement à ce qu'on peut croire, qui a eu, on le sait, qui possède une immense influence à l'intérieur des rouages de l'État. Et donc, moi, je n'ai jamais cru, pour vous dire, qu'on allait, en France, suivre l'exemple allemand et abandonner le nucléaire. C'était clair qu'il y a eu un repli tactique en temps opportun, qu'il faut effectivement remplacer certaines centrales parce qu'elles vieillissaient, mais que jamais il n'était question d'abandonner la construction de nouvelles centrales, y compris lorsqu'on voyait que l'EPR, que ce soit en Finlande ou en France, tardait à être livré. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire aussi, c'est, si vous voulez, le rapport à... Vous parliez tout à l'heure, Béatrice, de la question du rapport politique. Le rapport de l'opinion publique française à l'égard du nucléaire, qui est toujours pour moi, assez étrange à analyser en comparaison, par exemple, d'autres pays où s'exprime une vraie volonté de changement et d'hostilité. Je crois qu'en France, on est encore dans cette appréciation, je dirais, d'une marque de fabrique, d'excellence française, de facteurs d'indépendance nationale. Et donc, ce discours-là persiste. Et il n'a pas été... Et cette perception-là, à mon sens, elle existe même s'il y a des oppositions, mais elles ne sont pas majoritaires jusqu'à présent. Et cela, malgré... je pensais, par exemple, que ce qui s'est passé en 2011
au Japon avec Fukushima allait peut-être avoir un impact sur les opinions publiques en Europe et notamment en France. Ça n'a pas vraiment été le cas. Et pour finir, je dirais aussi que c'est un sujet qui, sur le plan médiatique, demeure tout de même assez, je dirais, alors on en parle beaucoup, mais qui sait par exemple qu'on a aujourd'hui un vrai dossier de démocratie locale ou de démocratie tout court et de droit et de liberté au niveau de Bure, où il y a un affrontement réel entre les gens qui ne veulent pas du projet d'enfouissement, une volonté de l'État d'imposer absolument ce projet d'enfouissement, d'éviter qu'on ait une répétition de l'épisode Notre-Dame-des-Landes avec la création de ZAD, etc. et tout. Je pense que c'est tout de même un sujet qui est, dans l'environnement médiatico-politique français, quelque chose de très, très, très à part. Nicolas Bavrez. C'est vrai que la filière nucléaire française, on voit très bien qu'elle souffre aujourd'hui de multiples problèmes. Et ce que je voulais quand même rappeler, c'est que il y a quand même eu des conséquences de Fukushima, puisque le retrait de l'Allemagne ou de pays comme la Suisse sont quand même consécutifs à cet accident au Japon. Sur l'Allemagne, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que pour l'instant, ce mouvement qui a donc été décidé de manière extrêmement précipitée par Madame Merkel, c'est quand même quelque chose qu'on peut questionner aussi, parce que la stratégie française est certainement pas parfaite, mais pour l'Allemagne, c'est quand même 500 milliards d'euros qui ont été investis pour l'instant pour rebasculer vers de la lignite. Donc, on a complètement stoppé la baisse des émissions en Europe avec ce mouvement. On a un système électrique qui n'est pas stable et qui, avec des réseaux qui posent des problèmes importants et des risques d'effondrement des réseaux. Et pour l'instant, quoi qu'on en dise, il n'y a aucun modèle qui montre que l'industrie allemande peut vivre avec le système électrique allemand tel qu'il est aujourd'hui imaginé, ce qui est quand même une énorme contradiction. Michaela Wiegel. Non, ça c'est sûr, je vous donne totalement raison, mais il faut aussi rappeler que la France, là justement, est en train de redémarrer des centrales à charbon également, puisque elle a un problème de disponibilité du nucléaire. Donc, c'est pas seulement un problème allemand. Je crois quand même que il y a effectivement toujours une sorte d'omerta quand on veut connaître les incidents dans les centrales nucléaires françaises. Il faut lire la presse allemande et ça a été toujours comme ça. C'est quand même assez curieux. Alors, je veux bien que c'est souvent un peu exagéré, la peur du nucléaire en Allemagne, mais je trouve aussi que l'information sur le nucléaire français est quand même assez rudimentaire. Béatrice Gibelin. Dernière chose, Fukushima, c'était effectivement un tsunami. Et c'est le problème de la localisation de la centrale. Cette centrale devait être installée de l'autre côté des montagnes et c'est l'entreprise qui a réalisé cette centrale nucléaire qui, par corruption, a réussi à obtenir de l'installer à cet endroit-là. Car c'était bien connu qu'il y avait un vrai risque de tsunami à cet endroit. Et c'est un problème de corruption politique qui est à l'origine de l'implantation à cet endroit. Si cette centrale avait été installée là où elle devait être, on n'aurait pas eu la catastrophe. Donc, ce n'est pas une catastrophe nucléaire, c'est une catastrophe météorologique qui a été une catastrophe nucléaire par corruption politique d'une entreprise privée japonaise. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. La conversation qu'on vient d'avoir me fait ajouter une deuxième brève à la brève que j'avais prévue. Il y a un engouement général dans les commentaires sur cette chose diffusée par Netflix qui s'appelle Don't Look Up, qui est donc sur une comète qui doit arriver et provoquer une catastrophe. Je suis très étonné de cet engouement parce que c'est pas une caricature, c'est une farce. C'est-à-dire, autant la caricature qui est à l'intérieur de ce film de l'infotainment me paraît réussie, autant la manière dont est représenté le pouvoir politique, c'est tous pourris, ridicule, c'est
Enfin, j'ai l'impression qu'en faisant l'éloge de ce film, on confond Pierre Desproges et Patrick Sébastien. C'est une espèce de populisme. On ne peut pas représenter aujourd'hui le pouvoir politique comme ça, sauf si on décide qu'on fait une farce. Ça, les farces c'est comme quand pense qu'on fait rire en montrant son derrière, ce qui arrive d'ailleurs quelquefois, mais voilà de ce niveau. Mais je voulais signaler la parution aux éditions Talendier d'un livre de notre ami Nicole Niesotto, « L'Europe, changer ou périr ». Nicole rappelle qu'à sa fondation, l'Europe misait sur l'OTAN pour la défendre et sur le libéralisme, le marché et la concurrence pour assurer à la fois son progrès et sa prospérité. Nicole Niesotto soutient qu'aujourd'hui, il faut sortir de la dépendance à l'OTAN et en convaincre nos partenaires est une tâche ardue et que cette sortie ne se fera pas par la construction d'une défense européenne, dont les bégaiements successifs montrent qu'elle est une chimère, mais par l'instauration d'une diplomatie européenne. Et elle rappelle utilement que des interventions extérieures occidentales depuis la fin de la guerre froide, à part celle de 1991 pour le Koweït, se sont toutes soldées par des catastrophes. Elle remarque que la force militaire n'est plus la condition de la puissance de l'Europe, qu'il est nécessaire qu'elle s'investisse dans les solutions diplomatiques et qu'elle cesse de laisser la pensée des crises aux Américains. Quant à l'économie, Nicole affirme que bien plus qu'assurer le libre jeu du marché et de la concurrence, le rôle de l'Europe aujourd'hui, si elle ne veut pas périr, c'est d'aider à limiter l'explosion des inégalités provoquées par la mondialisation. Béatrice Gibelin. Moi, je recommanderais un film qui va sans doute disparaître des écrans prochainement, qui s'appelle Un héros, qui est un film franco-iranien, écrit par Farhadi, qui avait fait Une séparation, qui était aussi un très très beau film. C'est extrêmement intéressant parce que tous les personnages sont extrêmement complexes. Il n'y a pas des bons et il n'y a pas des mauvais. Tout le monde est un peu le héros pour lequel on a une grande sympathie. En plus, il est extrêmement beau, donc c'est jamais désagréable. Ce héros va s'avérer effectivement quelqu'un qui n'est pas si honnête que cela. Et l'usurier, au fond, n'est pas vraiment un usurier et il a aussi aidé considérablement ce pseudo-héros. Et puis, on voit comment fonctionne une famille iranienne. Je trouve que c'est remarquablement bien fait aussi. C'est vraiment un film d'une très grande humanité, je trouve d'une très grande intelligence, et puis qui aide à comprendre la complexité. Moi, j'ai un grand attachement pour le peuple iranien, et vraiment, c'est un plaisir de voir ça. Allez voir Un héros. Michael Avikel. Oui, je crois en français, on dit jamais 200, non, jamais 302, non, jamais 203. Et cette fois-ci, je voudrais dire jamais 102, voilà. Parce que je voulais aussi recommander le livre de notre amie Nicole Niesotto, L'Europe, changer ou périr. Alors, j'ai beaucoup été frappée par la préface et une phrase de Jacques Delors qui dit « Il s'en est fallu de peu que le Covid-19 ne porte un coup fatal à l'Union européenne ». Et le livre de Nicole part un petit peu de ce constat et elle analyse vraiment de façon très lucide les difficultés d'adapter cette construction qui datait d'un monde vraiment révolu. Et je crois effectivement, elle montre un chemin, comme Philippe l'a déjà dit, pour une diplomatie européenne qui intègre un petit peu notamment cette Allemagne souvent beaucoup trop pacifiste, mais qui aussi donne un nouveau chemin à la France, souvent trop misant sur l'intervention militaire. Et donc, j'espère que ce livre va vite être traduit en allemand. Akram Belkaïd. Oui, alors je voudrais vous recommander un ouvrage qui vient de paraître aux éditions La Découverte de Malika Rahal, prononciation française, qui concerne l'année 1962 en Algérie. Vous savez que nous commémorons, nous fêtons le 60e anniversaire de l'indépendance algérienne. Ça va être un élément d'actualité dans les semaines prochaines, y compris en France. Je pense notamment à ce qui s'était passé à Charonne, mais aussi les accords d'Évian. Et donc l'historienne propose une histoire populaire, c'est
c'est-à-dire que qu'a été cette année 1962 en Algérie? Donc deux parties, il y a le premier semestre, donc les premiers temps avant l'indépendance, l'OAS, la violence de l'OAS, les recompositions, les défaites de tous ceux qui n'étaient pas au sein du FLN. Et puis après 1962, le temps de la vengeance, il y a un chapitre qui évoque par exemple le massacre de Pieds-Noirs à Oran, mais aussi les violences pour ceux qui ont servi la France. Et puis un autre aspect assez passionnant sur comment on bâtit un jeune État, comment on bâtit un nouvel État à partir de ce qu'a laissé la France après un exode massif, il faut le rappeler, d'1 million d'Européens qui vivaient en France et qui ont donc laissé beaucoup de choses vacantes. Et c'est toute cette histoire qui est racontée avec force témoignage. C'est un ouvrage assez intéressant qui rejoint l'actualité. Nicolas Bavrez. 2022, c'est aussi le centenaire de la mort de Proust. Et je voulais recommander l'exposition du musée Carnavalet. Le Nouvel Esprit Public aime bien Paris et on a cette double dimension musée Carnavalet, du Paris comme cadre, univers dans lequel vivait Proust, et puis du Paris inventé par Proust et du Paris de la recherche du temps perdu. Et en contrepoint de cette exposition, il y a le dernier livre de Jean-Yves Tadier, qui est le grand spécialiste de Proust, qui a été son biographe, qui l'a édité en Pléiade, et qui vient de publier Proust et la société. Et c'est un peu le contrepoint de Carnavalet, parce que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est un livre qui montre la société dans laquelle Proust a vécu, ce basculement, ces derniers feux de la société aristocratique face à la montée de la société démocratique, cette Troisième République qui est à son apogée, avant la catastrophe de la Première Guerre mondiale. Et puis, on a de l'autre côté, c'est la société proustienne, la société de la recherche du temps perdu, et cette espèce de nouvelle comédie humaine que Proust a su construire avec une extraordinaire galaxie de plus d'1 millier de personnages. Merci beaucoup. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, à Nicolas Tourneau qui veille à notre site tandis qu'Olivier Magloire veille aux plateformes de financement, à Thibaut Delage et à l'arrière-boutique où nous avons enregistré cette émission et à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui nous produit. Rendez-vous mercredi pour le premier des 4 Bada avec Alexandre Gady, puis dimanche prochain, évidemment, pour un Nouvel Esprit Public.